Salam alaikum, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et pour les Français, bonjour. Voilà. J'ai révisé toute la nuit pour essayer de ne pas rater cette entrée. Alors oui, pendant quelques minutes, je vais vous parler de ce que j'ai fait depuis la fin des années 70, où j'ai eu la chance de découvrir une hypnose qui était l'hypnose traditionnelle, où on demandait aux personnes de nous regarder dans les yeux, on comptait jusqu'à 10 et on leur disait « dormez, je le veux ». C'est un peu ce dont nous a parlé Myriam déjà. C'est ce qui est à gauche là. Je l'ai pratiqué pendant très peu de temps car c'était pas très respectueux et surtout les résultats étaient inférieurs au placebo. Ensuite, on arrive là, l'image de droite qu'on voit moyennement. Nous sommes en 2015. C'est mon ami Bruno Suarez, c'est un médecin radiologue qui est chargé de faire une échographie chez une jeune femme qui est autiste et qui ne supporte pas les contacts avec les médecins. Et donc, elle fait des crises de panique chaque fois qu'il faut lui faire un examen. Eh bien, Bruno, qui connaît l'hypnose, qui a été formé à l'hypnose et qui connaît les techniques d'activation de l'attention, va s'occuper de cet enfant, de cette jeune adulte, disons. Comme souvent les autistes aiment les chansons, cette jeune fille aime une chanson qui est populaire chez les enfants en France. Ça parle d'une petite souris verte qui courait. Vous le savez, on l'attrape et on la montre. Alors attention, les dames qui ont dit ça, j'ai appris depuis très peu de temps que c'est une chanson salace. Et je ne le savais pas, c'est une chanson de salle de garde en fait. Et bien, depuis que je sais que c'est une chanson salace, je la chante toujours, même à mes petits-enfants, parce qu'il faut les vacciner contre la salacité, comme ça ils la découvriront dans la vie, ils seront déjà vaccinés, ils résisteront mieux. Et en chantant cette chanson, l'examen se fait bien. Et quelques jours après, cette jeune femme doit bénéficier de plusieurs anesthésies pour faire de la radiothérapie, et ne serait-ce que pour l'anesthésier, il faut faire une injection, faire l'oxymétrie, etc. Elle ne supporte même pas l'idée de voir une blouse blanche. Alors on a prévenu l'anesthésiste d'un endroit à Paris qui s'appelle l'Institut Gustave Roussy qui doit réaliser les anesthésies. Et l'anesthésiste a acheté au bazar de l'hôtel de ville une souris verte. Voilà, qu'elle présente à cette jeune femme, et la souris verte, de façon magique, va permettre un endormissement confortable. Mon histoire commence il y a longtemps, à l'époque du chamanisme, et là on a la plus vieille représentation d'un médecin, enfin d'un soignant, je dirais d'un soignant, c'est 17 500 ans avant Jésus-Christ à Lascaux, et ce soignant, il est en transe cataleptique. C'est un chaman. À cette époque-là, on pense qu'il y a des dieux dans le ciel, des dieux dans la terre, des dieux dans la nature. Cette croyance est partagée entre les soignants et les soignés, et c'est ce qui permet de soigner. Et ils utilisaient déjà la transe, c'est-à-dire la modification de la conscience et l'activation de l'attention. À l'époque de Platon, on ne parlait pas de conscience, on parlait de mouvement de l'âme qui allait vers le bien ou vers le mal, selon qu'on avait un petit ange gentil sur l'épaule droite qui nous incitait à faire le bien, ou un méchant diable sur l'épaule gauche, sinistre, sénestra. Vous avez un gaucher en face de vous. Au Moyen-Âge, j'aurais peut-être été brûlé parce que j'étais gaucher. Eh bien, le diable se trouvait à gauche et, disons, le bon Dieu se trouvait à droite. Ces mouvements de l'âme, ils vont accompagner la médecine jusqu'au XVIIe siècle. L'exemple d'Ambroise Paré, nous sommes en 1515 à peu près, 1520. J'en ai parlé hier dans la conférence. Il disait qu'il soignait les personnes, qu'il les pensait et que Dieu les guérissait. Et ceci va nous accompagner jusqu'à une époque assez récente. Nous sommes juste après, à la même époque Ambroise Paré. La première révolution vient de ce monsieur qui s'appelle Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim. Notez bien son nom. Et en fait, c'est un médecin qui a été très influencé par un médecin de l'Antiquité qui s'appelait Celsius, et il est allé au-delà de Celsius, c'est pour ça qu'il s'appelle Paracelsus, et ça, Paracelse, vous le connaissez. Et Paracelse, c'est une révolution dans l'histoire de la médecine, car c'est le premier qui dit que Dieu a créé un système intelligible pour l'homme, c'est-à-dire Dieu a créé du magnétisme dans les planètes, ce magnétisme vient sur la Terre, ce magnétisme vient sur l'homme, et le médecin est là pour soigner le magnétisme de l'homme. Merci Paracelse. On continue, on arrive à 1690, là c'est une grande révolution en Occident, c'est la première fois qu'un philosophe ose dire que la conscience
existe et elle n'est pas liée à des influences d'anges ou de diables. L'homme naît avec une conscience dont il est responsable sous le regard de Dieu, bien sûr. On ne nie pas l'action de Dieu. Et il dit, John Locke, que l'homme naît avec une conscience tabula rasa, c'est-à-dire tout à fait vide, il n'y a rien dans sa conscience. Il va influencer, c'est lui qui est à l'origine du siècle des Lumières, il va influencer des philosophes français, Voltaire, d'Alembert, Suisse, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, et c'est lui qui vraiment va orienter cette nouvelle, je dirais, orientation de la philosophie occidentale. Et Jean-Jacques Rousseau va donner un prolongement à cette idée de Locke. Il va dire, lui, que l'homme, le bébé, il n'est pas là le bébé aujourd'hui, non, je ne le vois pas encore, il doit téter sa maman, mais il va arriver, les bébés ça arrive plus tard. Et il va dire que l'homme naît avec une conscience qui n'est pas tabula rasa, mais qui est bonne. L'homme est créé par Dieu et il naît paré de toutes les qualités. Il est bon, généreux, spontané. Il n'y a qu'à voir les enfants, c'est vrai. Si on les observe, c'est ça. Hélas, l'homme, il va être éduqué. Et il va écrire son premier bouquin, L'Émile ou de l'éducation, dans lequel il dit que l'éducation, quelle qu'elle soit, va altérer cette conscience pure, native. Et puis l'homme, éduqué, il va aller au travail. Et là, il va écrire le contrat social. Et là, l'homme au travail, avec les notions d'ambition, de réussite, d'échec. Est-ce que je vais être président à la place du président, calife à la place du calife? Eh bien, tout ça, ça nous détruit là aussi cette spontanéité de la conscience. Alors, c'est terrible, cette philosophie de Rousseau? Pas du tout. Rousseau va connaître comme ce que je vis en ce moment, l'âge heureux de la retraite. Vous avez un retraité heureux en face de vous. Et sa retraite, il va quitter Paris et ses embouteillages, comme il y a Casa des embouteillages maintenant. Il va aller dans son pays, la Suisse, et là, au bord du lac de Genève, tous les jours, il va faire une balade de 2 heures. Et lorsqu'il se balade, au bout de 20 minutes, le miracle se produit. Il est dans un état de rêverie active qui lui permet de redevenir heureux, rêveur, spontané, optimiste. Et il va écrire les rêveries du promeneur solitaire, il va écrire la nouvelle Héloïse, c'est-à-dire ses plus beaux romans et sa plus belle réflexion sur la vie. Nous allons y revenir bientôt. À la même époque, apparaît ce personnage qui s'appelle Mesmer. Antoine Mesmer, c'est un médecin qui a été adepte de la médecine de Paracelse. On retrouve Paracelse et donc il a étudié la médecine paracelsienne. Et il est heureux de voir qu'à son époque, ce qu'avait dit Paracelse 2 siècles auparavant, ça se vérifie scientifiquement. Mesmer est un scientifique de son époque, comme le sont à notre époque Madame Fémonville, Rainville, que tu as évoqué dans ton très joli exposé, Myriam. Je félicite Myriam, parce qu'elle était quand même en réanimation il y a 3 jours. Donc je crois qu'on peut l'applaudir pour être ici et nous avoir fait son baratin. Hein, ce que tu as fait est héroïque et vraiment, je suis admiratif devant toi. C'est bien la première fois. Voilà. Et donc, Mesmer a étudié la médecine de Paracelse et à son époque, il découvre l'œuvre de Gibert, c'est un Belge, qui découvre officiellement l'électromagnétisme. Et il devient ami aussi avec un Italien génial, mais tous les Italiens sont géniaux, c'est un Becchio qui le dit, et cet Italien, il s'appelle Volta, et il vient de créer la première pile électrique. C'est-à-dire que Mesmer, c'est un spécialiste d'électromagnétisme scientifique et d'électricité scientifique. Et à partir de là, il bâtit un nouveau système qui va au-delà de Paracelse, et ce système, il l'appelle le magnétisme animal, c'est-à-dire le magnétisme, comme dans la vision de Paracelse, qui met en mouvement l'âme. Animal, ça veut dire anima, la racine grecque de l'âme, le mouvement magnétique qui met en mouvement l'âme. C'est pour se concilier les bonnes grâces des religieux à l'époque. Et ici apparaît un billet de $100 avec Benjamin Franklin dessus. Pourquoi? Parce que Mesmer va initier beaucoup de personnes au magnétisme animal, et parmi ces personnes, il y a quelques Américains qui sont en France, Benjamin Franklin, Adams, Jefferson, Lafayette, qui sont là avant de partir en Amérique du Nord pour chasser les Anglais de l'Amérique du Nord et installer les États-Unis d'Amérique. Et Benjamin Franklin fait partie de cette troupe et il est formé au magnétisme animal en France. Et on va voir l'importance dans notre mouvement dans quelques temps. Nous sommes en 1781, juste avant la Révolution française, et là, dans l'histoire de la médecine, et je dis bien dans l'histoire de la médecine, il y a une première séparation. Les médecins qui pensent que
l'électricité existe, que l'électromagnétisme existe, deviennent les médecins magnétiseurs. Et ceux qui disent non, 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 l'électricité, ça n'existe pas, Volta se trompe, eh bien ceux-là, ils deviennent officiellement les médecins guérisseurs. Ils restent dans le camp des guérisseurs. Je ne critique pas les guérisseurs, je ne suis que factuel pour montrer une séparation qui s'est effectuée à cette époque. Alors lui, je le cite, Schopenhauer, je ne sais pas quels sont ceux qui n'ont jamais lu l'œuvre de Schopenhauer. Osez lever la main. Voilà, ne la lisez surtout pas. Si vous lisez l'œuvre de Schopenhauer, vous allez déprimer. Parce que c'est le philosophe le plus dépressif de l'histoire. C'est le premier qui a dit que Dieu n'existait pas. Et à partir de là, il s'est rendu compte que la vie, finalement, n'était pas très intéressante parce qu'elle aboutissait toujours à la mort et que la vie, ça passait vite. Mais sa philosophie est quand même intéressante sur d'autres côtés. Mais si je le cite, c'est qu'il a influencé Nietzsche, ça tout le monde le sait, Nietzsche qui a écrit le premier Dieu est mort, et il a influencé aussi Freud et Breuer. Et donc ces deux hommes qui ont une grosse influence sur nous au siècle dernier, il faut savoir qu'ils ont été influencés par cette philosophie pessimiste de Schopenhauer. Je viens de parler de Freud et on pense que Freud a été le premier à parler et à traiter l'inconscient. Pas du tout. Le premier qui a employé le mot inconscient, c'était un siècle, même un peu plus d'un siècle avant Freud. C'est encore un philosophe écossais, ce coup-ci, Lord Henry Home, qui a défini l'inconscient comme une partie somnolente de la conscience. Et ça, c'est très important, car on va voir qu'en 2018, eh bien, les neuroscientifiques sont d'accord sur cela. Conscient et inconscient, même combat, c'est le même espace, il n'y a pas de séparation entre l'un et l'autre. Puis arrive 1843, et c'est là que commence l'histoire de l'hypnose, car l'hypnose n'existe pas auparavant. L'hypnose commence à ce moment-là avec ce personnage qui s'appelle James Braid. Il est médecin, il est un peu chirurgien, il est un peu pharmacien, et surtout, il s'intéresse à deux sciences nouvelles dans le domaine de la médecine, la neurologie, avec les Français Broca, l'Espagnol Ramón y Cajal, et donc il est spécialiste de neurologie, et il s'intéresse aussi à la psychiatrie avec les Français Ferré, Esquirol, avec lesquels il correspond, et il est spécialiste de neuropsychiatrie. Et les neuropsychiatres à l'époque ne s'intéressent qu'à une chose, c'est le sommeil et le rêve. Il assiste à une représentation de magnétisme animal au théâtre, et il a cette phrase historique, il comprend tout ce qui se passe, il dit « il n'y a pas de magnétisme, il n'y a que de la suggestion ». Et pour la première fois apparaît le mot « suggestion » que tu as très bien illustré tout à l'heure. À ce moment-là, s'il n'y a pas de magnétisme, cette suggestion, dit-il, elle entraîne un état profond, très proche du sommeil et très proche du sommeil profond. Et lorsque le sujet est dans ce sommeil profond, il est ouvert à des suggestions de changement. Dormez, je le veux, boum, vous ne fumerez plus, vous ne mangerez plus, etc. Et ça fonctionne chez un certain nombre de personnes. On n'a aucune évaluation scientifique à cette époque. Mais on peut penser que le pouvoir du médecin était plus important que maintenant et donc que ça fonctionnait de façon intéressante. Alors il faut rebaptiser, puisqu'il n'y a plus de magnétisme, et comme il sait que dans le monde du sommeil, il y a un petit dieu qui est fils de Morphée et qui s'appelle Hypnos et qui pendant la nuit fait notre travail de soignant, répare, console, etc. Il appelle cette technique hypnotisme en anglais, qui va devenir hypnotisme en français, hypnosis qui va devenir hypnose en français. Et cette hypnose va devenir très populaire, elle va être pratiquée partout, par des chirurgiens dentistes. Tout à l'heure, vous allez avoir une belle communication sur la chirurgie dentiste et l'hypnose. Eh bien, vous voyez que les chirurgiens dentistes la pratiquent depuis longtemps, cette technique. Cette technique envahit tous les hôpitaux je dirais, du monde occidental, de l'hémisphère nord. Je dirais de San Francisco jusqu'à Vladivostok. En Russie, c'est pratiqué aussi. Ici, vous avez un chirurgien qui s'appelle Velpo, qui pratique une opération chez une personne qui a été hypnotisée par Broca. Arrive un personnage important à cette époque, il s'appelle Théodule Ribot, il commence à être redécouvert par les neuroscientifiques, par les jeunes neuroscientifiques. Il est le premier à s'intéresser de façon scientifique à l'attention. Et pour ceux qui connaissent la psychologie ou la psychiatrie, il était tout simplement le professeur de Pierre Janet. Pierre Janet qui a eu une grosse influence sur nous dans notre mouvement avec son œuvre majeure, l'automatisme mental. Et à la même époque, Bernheim, dont tu as parlé tout à l'heure, à Nancy, développe sa théorie sur la suggestion. Les deux, Bernheim et Ribot, sont nés à 6 mois d'intervalle, en 1840 et en 1839 pour l'autre. On avance, l'hypnose rentre à la salpêtrière, c'est un drame pour l'hypnose en France, puisque Charcot qui était un excellent neurologue, excellent, il a découvert 15 maladies neurologiques.
il était très mauvais psychiatre et très mauvais psychologue. Et il s'est fait abuser par ces jeunes filles qu'il diagnostiquait comme hystériques et qui n'étaient pas hystériques, qui étaient là parce qu'elles étaient confortablement installées à la Salpêtrière, elles étaient nourries, logées, elles avaient les câlins des internes pendant la nuit, et pendant 12 ans, elles sont restées à la Salpêtrière pour faire des démonstrations d'hypnose. Elles étaient très compliantes. Et donc il a dit, Charcot, en observant ces jeunes filles, que l'hypnose n'était valable que chez les hystériques et qu'elle était dangereuse chez les névrotiques. Ça va faire du mal à l'hypnose et ça va bloquer le mouvement en France. Charcot, et là, il faut remercier notre amie, on a une pensée pour elle parce qu'elle est au ciel aussi, Catherine Bouchara, qui a découvert il y a quelques années dans les archives de Charcot ce dessin intéressant, qui est un dessin que connaissent tous nos élèves, puisqu'il montre la vision de l'inconscient de Charcot, et on voit que l'inconscient de Charcot, sans faire un détail là-dessus parce qu'il faudrait du temps, c'était une force de reviviscence. C'est-à-dire pour Charcot, l'inconscient était quelque chose, on va le voir, qui se rapproche de la vision de l'inconscient ericksonien, source de reviviscence et de bienveillance. Nous sommes en 1886, vous l'avez vu en 1880, vous l'avez vu sur le schéma. 6 ans après, en 1886, dans le service de Charcot, un jeune homme vient faire un stage d'une semaine. Il va rester en fait 9 mois. Ce jeune homme, il se prénomme Sigmund, je ne me rappelle plus son nom. Ah voilà, heureusement que vous êtes là. Vous voyez, moi c'est le matin, j'ai pris qu'un café. Un Italien, il nous faut 3 cafés le matin. Sigmund Freud vient et il va tomber amoureux de Charcot parce qu'il va découvrir, disons, la forme de père qu'il n'a pas eu. Un personnage aristocratique, introduit dans les milieux de la haute société parisienne, et intelligent, brillant, cultivé. Et donc il va lire le schéma que vous avez vu, et 10 ans après, en 1896, Freud va sortir sa théorie, son dogme de conscient, inconscient et subconscient ou préconscient. Le mot allemand est intraduisible en français. Ça sera le premier dogme. À la même époque, pendant que Freud développait ses théories sur des idées basées sur la lecture d'histoires mythologiques, mythes d'Oedipe ou des choses comme cela, comme le dit Michel Onfray, si Freud, au lieu de lire le mythe d'Oedipe, avait lu le mythe d'Hercule, sans doute que la psychanalyse aurait été différente. Non, mais c'est Michel Onfray, ce n'est pas moi. Mais enfin, je l'ai dit quand même. Et puis d'autres chercheurs, Wernicke, Broca, Brotman, eux s'intéressent à la neurologie et découvrent la neurologie. Et d'autres chercheurs, par exemple Janet, Pavlov, s'intéressent à la biopsychologie. Ces deux personnages sont remarquables. Ils se rencontrent pour la première fois à Paris lors d'un congrès en 1920, ils deviennent amis, et pendant 15 ans, jusqu'à 1935, date de la mort de Pavlov qui va être prix Nobel de médecine, ils vont échanger une lettre par mois. Il y a une lettre qui part de la Salpêtrière vers Saint-Pétersbourg, dans laquelle Janet développe son idée d'une hypnose purement psychologique. Et en retour, il y a une lettre qui vient de Saint-Pétersbourg à Paris, en français s'il vous plaît, parce que Pavlov est né en 1850, il était d'une famille russe aristocratique, et les jeunes aristocrates russes, avant d'apprendre le russe, avec des nounous françaises, ils apprenaient le français. Vous vous rendez compte, la langue française, il n'y a pas qu'au Maroc qu'on l'a insufflée, mais on l'avait insufflée en Russie aussi. Elle est restée au Maroc, et on vous remercie les Marocains de comprendre notre langue. En Russie, ils ne comprennent plus notre langue. Il faut dire qu'il n'y a plus d'aristocrates en Russie. Et Pavlov, dans sa lettre, il défendait une vision purement biologique, neurologique de l'hypnose. Et dans la dernière lettre qu'a écrit Pavlov, il disait « Je regrette de ne pas posséder l'outil qui permettrait de comprendre ce qui se passe entre le cortex et le centre du cerveau, le système limbique. » En fait, avec 75 ans d'avance, il décrivait l'IRM fonctionnel. Vous savez que Pavlov a travaillé sur des chiens pour les réflexes conditionnels, et ces chiens étaient des chiens hypnotisés. L'hypnose animale, ça existe aussi. J'en parlerai dans mon petit atelier. Hein. Et on travaille toujours, j'ai la chance de travailler en Russie, toujours dans l'Institut Pavlov, à Saint-Pétersbourg. On travaille toujours sur des animaux, mais ce ne sont pas des chiens, ce sont des lapins. On a changé de matériel. Alors, la science progresse, les neurologues la font progresser, et en particulier, les frères Ramon y Cajal vont établir un dogme terrible, le dogme du cerveau neuronal. Nous sommes en 1902, ça va valoir un prix Nobel à Santiago, Ramon y Cajal, je ne raconte pas leur histoire, ça serait trop long. Et ils vont décréter que le cerveau est constitué de deux parties, une partie externe
la petite couche de cortex faite uniquement de neurones, 3 à 5 mm, qui recouvre une grosse masse gélatineuse faite justement d'une masse de colle gélatineuse. Ils appellent d'ailleurs les cellules qui constituent cela les cellules de la colle, les cellules gliales, car en grec glia veut dire colle. Et cette colle elle ne sert qu'à coller les neurones entre eux et accessoirement à les nourrir et à les nettoyer un petit peu. Et cette vision d'un cerveau avec l'intelligence uniquement neuronale et avec les cellules gliales totalement négligées va nous accompagner, nous, ma génération, pendant un siècle, enfin, j'ai pas un siècle quand même, mais disons, et celle de nos parents, et va retarder les progrès en neurosciences. Il va falloir attendre, vous allez voir, 2016 pour sortir de ce dogme terrible. Un peu plus tard, 1933, il s'appelle Clark Leonard Hull. C'est un homme très connu aux États-Unis puisque c'est l'initiateur des thérapies cognitivo-comportementales. On est dans la deuxième vague des psychothérapies. La première vague, c'était la vague freudienne, disons. La deuxième vague qui arrive 30 ans après, c'est la vague des thérapies donc cognitivo-comportementales. Il y a un monsieur qui s'appelle Sapir et d'autres personnes qui sont en train de lancer ces nouvelles vagues qui s'éloignent du courant freudien. Cet homme va publier, ça ne se voit pas trop, les premières publications scientifiques dans le domaine de l'hypnose et en particulier de l'anesthésie. Tous les anesthésistes qui sont là, c'est vraiment votre grand-parent dans ce domaine. Et il va former des élèves à l'hypnose et parmi ces élèves, il forme le jeune Milton Erickson. J'ai oublié, oui, le jeune Milton Erickson. Milton Erickson qui va avoir cette idée révolutionnaire d'un inconscient qui n'est plus l'inconscient à la mode des années 40-50, c'est-à-dire l'inconscient freudien, source de lapsus, d'actes manqués, de refoulés, mais qui est un inconscient systématiquement bienveillant, c'est-à-dire une force de vie qu'on a à l'intérieur de nous, qui est apportée par Dieu pour ceux qui croient en Dieu, par la nature pour ceux qui croient en la nature, et qui est là toujours pour nous aider. D'où tient-il cette idée? Et là, Gérard, tu reconnais cette photo que tu as prise, je crois, ou que c'est peut-être toi qui l'as prise, cette photo. C'est lorsque nous sommes allés chez Elisabeth Erickson, chez Madame Erickson en 1999, qui nous avait reçus quelques jours dans sa maison de Phoenix en Arizona. Et on avait beaucoup parlé de Milton Erickson, de son mari, on avait posé des questions, on lui avait demandé d'où venait cette notion d'inconscient bienveillant. Elle nous a dit de regarder dans la bibliothèque juste à côté, c'était facile puisqu'on est tous dépendants des livres qui nous entourent et de ceux que nous lisons. Et dans la bibliothèque, il y avait tout simplement les rêveries du promeneur solitaire, c'est-à-dire Erickson était influencé par les philosophes français qu'il avait lus en anglais bien sûr, pas en français, et c'est sans doute là, il avait trouvé dans Rousseau un copain, parce que Erickson, il s'intéressait aux Indiens natifs d'Amérique, il cherchait à les défendre, il s'intéressait à leur culture. Dans son salon, il y avait beaucoup, tu te rappelles, Gérard, d'objets qui venaient des Indiens, des objets en bois, et il trouvait que Rousseau, avec sa philosophie de conscience d'un sauvage bienveillant, eh bien, ça lui correspondait tout à fait. Nous sommes en 1970, c'est la troisième séparation dans l'histoire de la médecine. Les médecins qui pensent que l'inconscient, eh bien, il est plutôt ericksonien, il est plutôt dans le sens de Hull, dans le sens de quelque chose de dynamique. Ils créent les thérapies dynamiques, l'hypnose et les TCC. Et ceux qui pensent que non, c'est Freud qui a raison, eh bien, ils développent les techniques plus ou moins analytiques. Je dis plus ou moins analytiques car elles sont très nombreuses. Et puis, 1966, c'est une énorme révolution qui est passée inaperçu en France. Un médecin français qui s'appelle Georges Canguilhem publie un bouquin qui est vendu en France à peu près à 500-600 exemplaires, c'est-à-dire tout ce qu'il a donné à ses copains, et c'est à peu près ça. Il est traduit en anglais, et là c'est la révolution cognitive dans les universités américaines, canadiennes et tout ce que l'on veut. Ce bouquin, c'est le normal et le pathologique. Cet homme qui est à la fois philosophe et médecin, il se pose pour la première fois la question, jusqu'à présent, on a traité des patients à partir de constatations faites sur des cadavres, la leçon d'anatomie de Rembrandt par exemple, ou sur des patients malades. Et si on traitait des patients malades avec des constatations faites sur des patients sains? Personne ne s'était posé la question en Occident auparavant. Et à partir de là, les chercheurs, ça va les travailler dans leur tête aux États-Unis, et ils vont commencer à étudier le patient sain et même le patient hyper performant. Exemple, eh bien celui que vous connaissez, Stephen Kuffler, qui en 1970, pour la première fois, ose dire peut-être que les neurones sont là
et qui ne sont qu'ils renforcent l'action des astrocytes. Il se fait fusiller parce qu'il s'attaque à un dogme, le dogme du cerveau neural, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. C'est dans une chanson célèbre en France, mais je crois que Goethe avait dit à peu près la même chose. Il va influencer, Canguilhem, il va influencer fortement ce personnage, Mikhail Csikszentmihalyi, son nom s'écrit comme il se prononce. Il y en a qui connaît ce personnage ici? Levez la main. Bravo, il y en a quelques-uns qui le connaissent. C'est un homme remarquable. C'est la plus forte influence dans le domaine de la psychologie au siècle dernier. Il est encore vivant, il a 86 ans. Allez sur Internet et vous le verrez. C'est lui qui a développé la troisième vague de psychothérapie, les psychothérapies dites positives à l'époque, qui vraiment s'exerce encore aux États-Unis. Il va écrire un bouquin qui va devenir best-seller national des livres scientifiques aux États-Unis pendant 2 ans. Le flow, il développe cette notion de flow, c'est-à-dire d'état particulier qui n'est pas simplement un état mental, qui est un état physico-mental, où on se sent bien dans son corps, on réalise bien les gestes, le chirurgien est en train de coudre, ses doigts travaillent sans qu'il ait besoin de commander les doigts, et il est heureux en faisant son travail. Cet état que vous connaissez tous, qui est un état de plénitude, qu'il appelle le flow. Son bouquin, on va mettre 20 ans pour le traduire en France, parce que les éditeurs vont refuser, sur le seul prétexte